Donc je m'appelle Pascal Luban, ça fait 22 ans que je travaille dans l'industrie du jeu. Je suis game designer. Alors le game design, c'est la définition des règles du jeu. Alors ça évidemment c'est la théorie, parce que concrètement dans un studio, un game designer peut faire beaucoup d'autres choses. Tout dépend de la taille du studio. Lorsqu'on est un très grand studio du style Ubisoft, on a plusieurs game designers qui sont spécialisés. Il y aura un game designer pour l'interface, un pour le combat, un pour l'inventaire, etc., etc. Voilà. On aura un scénariste, on aura un level designer, enfin voilà. Alors que dans les petites équipes par contre, le game designer selon la taille de l'équipe peut être amené à tout faire. Moi il m'est arrivé sur des projets de tout faire depuis les mécanismes, le concept, le storytelling, le level design, le playtest, le réglage, donc tout. Et c'est ça qui rend le travail intéressant, parce qu'en fait on est amené à toucher à tous les aspects d'un jeu. Mais ça dépend de la taille de l'équipe bien entendu. Je faisais du conseil en marketing puisqu'à la base j'ai un MBA. Donc ça n'a absolument rien à voir avec l'industrie du jeu. J'étais joueur bien entendu, mais il y a environ 25 ans, lorsque le CD-ROM est arrivé, j'ai compris qu'effectivement on allait pouvoir passer un cap au niveau des jeux, notamment des jeux d'aventure, ce qui à l'époque me plaisait beaucoup. Et d'ailleurs c'est le moment où l'industrie a commencé à exploser. C'est là où tous les majors ont commencé à investir beaucoup d'argent. Et donc je me suis dit c'est l'occasion de faire les jeux dont je rêve depuis tout le temps. On s'est mis avec un ami, on a bossé dessus pendant un an sur ce projet, on l'a présenté à 2 éditeurs, notamment on l'a présenté à Cryo. Et ils nous ont dit, au bout d'un an, ils nous ont dit votre truc c'est très bien mais ça coûte trop cher. Beaucoup trop cher. Et donc là, il a fallu prendre une décision, donc mon ami a abandonné. Et moi je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je continue ou j'arrête? Et j'ai pris une décision de fou et j'ai quitté mon job. Et je me suis lancé là-dedans, voilà. Et depuis j'ai jamais arrêté. Alors personnellement ce que je préfère c'est le level design. Alors normalement le level design est fait par un level designer. Moi j'en ai fait beaucoup et personnellement c'est ce que je préfère parce que le level designer il construit chaque seconde de l'expérience du joueur. Il se met à sa place et il imagine qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il peut faire, quels sont ses défis, est-ce qu'il aura peur, est-ce qu'il sera curieux. Enfin, on construit l'expérience, c'est exactement comme un auteur qui écrit un livre. Chaque mot est important. Et c'est ça que j'aime dans le level design. Le game design, c'est plus conceptuel. C'est intéressant également, mais quelque part, on est beaucoup moins en prise avec le joueur. Et c'est pour ça que je préfère le level design. Alors ça dépend les époques. Comme j'ai déjà expliqué, un de mes jeux mythiques pour moi, c'est MechWarrior 2 par exemple, un jeu de combat. Bon, plus récemment, j'ai énormément joué à World of Tanks, qui était mon jeu favori pendant des années. Actuellement, je joue beaucoup à The Long Dark, qui est un jeu de survie. J'adore pour les mécanismes et pour l'ambiance qui est extraordinairement prenante. Vous voyez, c'est un jeu qui donne une émotion. Donc voilà, ça dépend vraiment de... j'ai aussi beaucoup joué à Clash of Clans par exemple. Je continue à y jouer d'ailleurs, donc j'ai pas un jeu préféré, j'en ai plusieurs. Alors je peux pas parler de tout, comme je suis indépendant, je suis multi-client, donc je travaille sur plusieurs clients en même temps, en général 2, parfois 3, mais c'est beaucoup plus rare. Donc je peux en parler d'un, j'ai communiqué, en fait je travaille actuellement comme game designer sur un jeu qui s'appelle Of Kings and Men, qui est un jeu qui est en early access sur Steam, c'est un jeu de combat médiéval. Alors moi je suis intervenu en cours de production, je ne m'occupe pas du système de jeu, par contre je m'occupe de tout ce qui est le méta-jeu. Autrement dit toute la partie stratégique qu'on est en train de développer avec les clans, avec la progression des joueurs, etc. Je m'occupe de ça. Et puis j'ai une autre mission, je ne peux pas encore en parler parce que ça n'a pas été annoncé, mais qui par contre me passionne parce que c'est un jeu de type hybride qui mélange des vraies personnes dans la vraie vie avec une partie game qui se déroule donc sur mobile ou sur PC. Et ça c'est un projet qui est absolument extraordinaire, c'est un projet français. Je pense que quand on va en parler à partir de décembre, les gens vont se dire mais bon sang, mais heureusement que ça existe parce que je vais... Enfin voilà, c'est vraiment une idée originale. Bon. Alors tout dépend à quel moment j'interviens, c'est toujours pareil. Comme je fais de la prestation de service, comme je suis un freelance, on m'appelle à différents stades. Alors, il y a des projets pour lesquels on m'a appelé dès le stade du concept.
Donc là, effectivement, on me donne une ligne directrice. On dit voilà, on veut un jeu pour tel type de plateforme, tel genre de jeu, et éventuellement, propose-nous quelque chose. Donc là, je fais le concept, voilà, qui derrière est développé ou pas. Bon. Ensuite, je fais également des missions d'audit, de consulting. Donc notamment, c'est sur des jeux qui sont en cours de développement ou qui sont même terminés, qui sont déjà publiés. Et le studio ou l'éditeur fait appel à moi pour évaluer le jeu, mettre en avant les forces, mais surtout les faiblesses, et bien entendu, apporter des solutions. Et puis enfin, j'interviens également dans des équipes, comme je le fais sur le jeu of Kings and Men, où j'arrive en cours de développement, et on me confie une part du design, comme si j'étais intégré à l'équipe. Voilà. Donc il y a différents cas de figure en fait. Quand j'ai travaillé sur des grands projets, comme Splinter Cell par exemple, j'étais intégré à l'équipe, j'étais sur place, je faisais que ça. Donc j'étais traité comme un salarié. Par contre, mon statut social, c'était un statut d'indépendant. Bon, donc je sais comment ça se passe. Alors, je vais répondre aux 2 points. Alors déjà, quand on est game designer en interne, je pense que la difficulté, c'est de comprendre que l'on ne fait pas un jeu pour soi, mais qu'on fait un jeu pour les autres, et à commencer par le donneur d'ordre. Là, c'est pas toujours facile à accepter, mais il ne faut pas oublier que l'industrie du jeu, c'est une industrie comme les autres. Il y a des gens qui mettent de l'argent, qui investissent, qui prennent des risques. Il y a des patrons qui doivent payer à la fin du mois leur salaire. Et bien, il faut générer du revenu. Bon, donc ça veut dire que souvent, beaucoup de studios font de la prestation de service, travaillent pour un jeu de commande, ou peuvent très bien faire un jeu que le directeur du studio veut faire, mais qui ne correspond pas nécessairement au goût du game designer. Et ça, il faut l'accepter. On travaille sur un projet parce qu'on amène un savoir-faire, mais derrière, ce savoir-faire, il va s'appliquer à des produits sur lesquels on n'est pas nécessairement passionné. Ça, il faut l'accepter. Je pense que c'est la première difficulté, il faut l'accepter. Alors évidemment, lorsqu'ensuite on grandit en maturité, en expérience, on peut choisir ses projets. On peut travailler pour une entreprise plus intéressante. Par exemple, j'imagine que les game designers qui travaillent à haut niveau sur des productions Ubisoft, c'est absolument extraordinaire parce qu'ils ont accès à quasiment tout ce qui se fait de mieux en matière de technologie, de graphisme, de storytelling. Ils peuvent prendre des décisions à haut niveau. C'est un travail absolument extraordinaire. Par contre, quand on est game designer dans une structure beaucoup plus petite, on peut très bien être amené à travailler, il n'y a pas de honte, sur un jeu mobile, sur un jeu Facebook. Et contrairement à ce que l'on peut penser, c'est pas parce qu'on fait un jeu mobile ou un jeu social que ce jeu n'est pas intéressant ou ne permet pas à la créativité de s'exprimer. Et ça, je pense que certains game designers ont du mal à accepter ça. Je pense qu'il y a une difficulté. L'autre difficulté, c'est réussir à s'intégrer dans l'équipe. Une équipe de développement, c'est une équipe de passionnés. C'est une équipe de créatifs. Or, des gens comme ça, c'est grâce à eux que le jeu peut être bon, mais c'est-à-dire que c'est des gens qui ont des envies, des passions, des égos, des désirs, voilà. Et parfois, ça entre en collision. C'est pas toujours facile. Donc ça veut dire qu'il faut également être capable de s'intégrer sur une équipe. Parfois, il faut savoir discuter. Il faut savoir parfois imposer ses points de vue. Parfois, il faut avoir l'humilité de dire non, lui, il a une meilleure idée que la mienne. Donc je prends son idée. Voilà, c'est pas facile ça. Voilà. Un game designer ne travaille jamais tout seul. Il est dans une équipe, même si effectivement il a le tampon responsable du gameplay, c'est pas pour ça qu'il doit être un dictateur ou une diva. Et ça aussi, je pense que ça peut être difficile à accepter. Ça, c'est quand on est game designer dans une équipe. Bon. En salarié. Maintenant, quand on est un game designer freelance, il y a une difficulté en plus, qui est celle que, évidemment, on a une charge de travail qui est très variable. Ça, c'est le problème de n'importe quel indépendant. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de game designers freelance. Parce que c'est vrai que je reconnais que c'est pas toujours facile, quoi. En plus, malheureusement, les taux de facturation sont très variables selon le type de mission, etc. Donc, c'est pas simple. Donc, le résultat, c'est que voilà, il y a des moments où j'ai beaucoup de travail. Donc, parfois, je travaille le week-end ou le soir. Enfin, c'est très dur. Parfois, j'ai moins de travail. Bon, mais j'ai moins de revenus qui entrent. C'est l'aspect le plus difficile. Je pense que la première, d'abord, c'est de se faire connaître. On n'est pas dans une industrie où on met une publicité. Je m'appelle machin, je suis freelance en infographie n'importe quoi, faites-moi bosser. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche très largement sur la notoriété que l'on a et le réseau.
Et ça, il faut des années pour la construire. Il faut beaucoup d'investissement personnel. Il faut du travail de qualité. Moi, par exemple, je publie des choses. Il me pas beaucoup. Alors on me dit, mais pourquoi est-ce que tu publies pas plus de choses? Pourquoi? Parce que je privilégie la qualité à la quantité. Donc du coup, j'ai commencé à écrire des entrées de blog, mais j'en fais une par trimestre. Pourquoi? Parce que je me dis, si je veux être lu, il faut que je sois pertinent. Si je veux être pertinent, il faut que je un bon sujet, mais il faut que j'argumente. Donc ça, c'est du travail. Mais ça finit par payer dans le long terme. L'autre aspect qui est important également, c'est qu'il faut être capable d'assumer le fait qu'on aura des revenus très variables. C'est pas toujours facile. Si on doit payer un loyer ou on a un emprunt pour la maison ou des choses comme ça, ça peut être très dangereux. D'autant plus qu'en France, malheureusement, alors on peut fonctionner en auto-entrepreneur, ce qui est une bonne formule. Après, évidemment, si on commence à faire du chiffre d'affaires un peu conséquent, il faut passer dans une autre formule. Là, par contre, on tombe sur les charges sociales sont plus élevées, les paiements est décalé. Enfin, ça devient vraiment un peu lourd et compliqué. Et voilà. Et ça, c'est le deuxième, on va dire, le deuxième problème lorsqu'on est indépendant. Pas du tout, mais j'ai toujours été joueur, mais je ne pouvais pas imaginer quand j'étais plus jeune que je ferais ce métier. Non, moi à la base, j'ai un bachelor en économie et un MBA. Et quelque part, mes métiers me plaisaient, hein, ça m'intéressait. Mais j'étais joueur. Mais j'étais joueur à une époque où c'était l'époque de Donkey Kong sur les machines d'arcade, l'époque de Centipede, l'époque des premiers jeux sur Amstrad. Enfin, c'était ça mes jeux, mais jamais je pouvais imaginer que je ferais ce métier, mais j'étais joueur. Par contre, ce que j'ai toujours eu envie, c'est de raconter des histoires, de faire rêver les gens. Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de jeux de rôle. J'étais maître de jeu. Donc j'adorais, je dirais, raconter des histoires, scénariser des situations, donner vie à mes univers, c'est ça que j'adorais. Et comme j'expliquais, quand le CD-ROM est arrivé, je me suis dit, ça y est, je vais maintenant pouvoir peut-être faire ce que je rêvais de faire. Et je me suis lancé dans ce projet avec mon ami sur ce projet un peu utopique. J'ai encore le scénario à la maison que personnellement je trouve qu'il est toujours vraiment sympa. C'était vraiment une histoire, un peu cyberpunk, mais c'était vraiment génial, quoi. C'était quand j'ai la chair de poule quand j'y pense, quoi. Tellement c'était vraiment sympa. Bon, et c'est ça. Et ça m'a donné goût à ça. Et depuis, j'ai jamais quitté, hein, parce que quand même, quand on est indépendant, j'ai parlé des points négatifs, c'est vrai. Mais il faut quand même parler des points positifs. C'est que le fait d'être à mon compte, j'ai une liberté de manœuvre. Ça veut dire que je peux changer mes orientations professionnelles, décider de travailler plutôt sur tel type de jeu, me spécialiser dans tel aspect, m'auto-former. Je suis les fluctuations du marché, donc quand il y a des tendances émergentes, je peux y aller. Enfin, ça me donne une liberté et puis chaque mission est différente. Donc c'est absolument passionnant. Et j'ai pris goût à ça. Et voilà, j'ai jamais décroché et je vais mourir en faisant ça, quoi. C'est jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Alors, c'est très difficile à répondre parce que il y a tellement de métiers. On peut travailler dans le jeu vidéo comme à des postes administratifs. Il y en a besoin. Bon, alors évidemment, on n'est pas dans la création, mais quelque part, on est dans l'ambiance. Et c'est pas si mal, ça. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises traditionnelles. Franchement, c'est différent de dans un studio. Les gens sont différents. Un studio, c'est plus décontracté. Donc, même si je suis comptable, quelque part, je baigne un peu dans cet univers. Bon, ça, c'est une première chose à dire. Qu'est-ce que je peux dire? C'est clair qu'il faut aimer la matière première, il faut aimer les jeux vidéo. Je pense qu'il faut peut-être également, je rajouterais peut-être, il faut être vraiment passionné parce que c'est pas facile. Il y a tellement de gens qui font des jeux, tellement de gens, quelque part, faut vraiment être prêt à mouiller la chemise. Et ça, je le vois, comme j'interviens dans les écoles, je vois tout de suite dans les étudiants ceux qui effectivement, ceux qui en veulent, quoi. Voilà. C'est pas nécessairement les plus brillants, hein, mais ils veulent y arriver, ils ont la rage, ils en font plus que les autres. Et puis les autres qui se laissent un peu porter, quoi. Bon bah, le marché est tellement dur que c'est clair qu'il n'y a que les premiers qui vont y arriver. Voilà. Mais c'est parce qu'ils ont cette rage, cette envie de réussir, de prendre des risques parfois. Ouais. Oui, bah c'est un merveilleux événement. C'est l'occasion de rencontrer des gamers, des développeurs, beaucoup de personnes. C'est une ambiance extraordinaire.
C'est l'occasion de voir également des formes artistiques qu'on ne connaissait pas. Là, récemment, j'ai découvert cet artiste qui personnalise des machines de jeu, des pads. Je trouve c'est merveilleux, elle a un grand talent. C'est l'occasion de découvrir également des dessinateurs qui exposent leurs travaux. Enfin voilà, moi j'adore. C'est une sorte d'un rendez-vous incontournable pour moi dans l'industrie du jeu. Alors, à mon sens, il y a des jeux intéressants chez les indépendants. Maintenant ici, l'essentiel des stands, c'est les grosses machines, c'est les très gros éditeurs. Alors Call of Duty, Far Cry 5, enfin bon, quelque part. Alors, je ne veux pas commenter sur ces jeux, il y en a des qui sont très bons, il y a aussi une question de goût. Les gens les connaissent. Par contre, du côté des indépendants, là, il y a quelques pépites que j'ai vues de loin comme ça qui me paraissent vraiment intéressantes. Alors, il y a une réponse qui est très simple. J'ai envie de dire, il y a quelque chose qui peut même être pour une équipe de développement qui peut être un bon indicateur. Il faut que dès la découverte du jeu, il y ait quelque chose qui vous dise « Waouh !» C'est aussi simple que ça. Alors, c'est compliqué à faire, mais ça veut dire que dès qu'un joueur va découvrir le jeu, tout de suite, ils se disent « Bon sang, il y a quelque chose que j'ai encore jamais vu. » Alors, ça peut être graphique, ça peut être le son, ça peut être un gameplay, ça peut être un personnage, enfin peu importe, ça peut être n'importe quoi, mais déjà quelque chose que les gens vont se dire « Oula, là il y a un truc que j'ai pas encore vu, que j'ai pas encore fait. » Ça, c'est la clé du succès. Aujourd'hui, il y a tellement de jeux, et il y a tellement de bons jeux qui sont sur le marché. Si déjà on n'arrive pas à attirer les joueurs avec ça, c'est perdu. La deuxième chose, donc ça c'est du très court terme. La deuxième chose, c'est être capable de construire dans le long terme une expérience de jeu qui va être intéressante. Et là, c'est du level design. Hein, on en a beaucoup parlé, n'est-ce pas? C'est-à-dire réussir à faire en sorte d'avoir une progression du joueur qui fait que le joueur ne va jamais se lasser, qui va avoir des défis variables et qui va se dire quand c'est fini, c'est déjà fini, c'est terminé, vivement la suite. Et là, quand on arrive là, c'est la deuxième pour moi clé du succès pour un jeu. Et ça, c'est valable pour n'importe quoi. Un jeu console, un petit jeu mobile, un jeu Facebook, ça n'a aucune importance. Ça fonctionne pour n'importe quel type de jeu. Alors, il y a plusieurs façons. D'abord, bien entendu, j'ai mon site développé par une brillante équipe du nord de la France. Également, alors dans la partie news de ce site, je mentionne mes entrées de blog qui ne sont pas très nombreuses pour le moment. J'ai expliqué pourquoi, mais j'espère qu'il y en aura un peu plus dans le futur. Je songe effectivement à peut-être à développer un vrai blog, ça reste à voir. Alors sinon, on peut aussi me suivre sur Twitter. J'ai un compte Twitter, Pascal_Luban. Hein, c'est pas très créatif, mais ça suffit.